Ah, il n'y avait pas les fauteuils comme ça avant. Ils rebondissent un peu, c'est cool. Ouais. Ah, on est pas mal quand même. On est bien. Ouais. Donc bonsoir, merci à tous d'être là, d'être venus ou d'être restés, suivant les cas. Et donc je vous présente Alexandre. Alexandre qui se promet de révolutionner les cours à domicile avec un système absolument extraordinaire qui consiste en cours par vidéo interposée. Donc bonsoir Alexandre. Bah, salut tout le monde. Donc Alexandre, il a lancé une start-up qui s'appelle Live Mentor. Donc c'est pour présenter un peu peut-être que tu veux présenter un peu le concept. Oui. Donc Live, c'est un site qui permet à n'importe quel élève de trouver un mentor génial. Aujourd'hui, on a 10 000 mentors, 50 000 utilisateurs au total. On s'est lancé pendant nos études il y a 2 ans et demi. Je ne sais pas où est Romain, mais Romain, je l'ai croisé il y a 3 ans avec son frère, un apéro entrepreneur sur les quais à côté de Stalingrad. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle, le bar-boîte. Point éphémère, ouais. Et donc, ouais, on a commencé à peu près au même moment, enfin, en étant tous les deux aussi nazes, quoi. On racontait n'importe quoi à l'époque, mais c'était super, c'était une époque super sympa. Donc je raconte d'où est venue l'idée de Live. Oui, peut-être juste le concept général. Le concept, c'est des cours particuliers par webcam. Okay. Et notre ambition, c'est de les proposer à n'importe quel élève, quel que soit son âge et quelle que soit la matière qu'il veut apprendre. D'accord. Donc en fait, ce qui est vachement intéressant, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, mais en fait, Alexandre a écrit un article assez long et vraiment très profond sur Medium. Medium, c'est un site de blog. Et il explique absolument tout son parcours. Et en fait, on se rend compte que son parcours a été assez long. C'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça en claquant des doigts. Et il est passé par beaucoup de difficultés par lesquelles peuvent passer beaucoup d'entrepreneurs. Et le gros avantage qu'il a eu par rapport à beaucoup de gens qui échouent, c'est qu'il a vraiment persévéré là où d'autres auraient abandonné. Et donc c'est vachement intéressant. D'ailleurs, dans ce post, tu commences par raconter que ton premier cours, tu l'as fait en pyjama à travers une webcam. Et donc tu racontes que c'était une maman, donc tu étais prof en même temps que tu faisais tes études, et c'est une maman qui t'appelle et qui dit voilà, mon fils est à Nantes, comment on peut faire, est-ce que vous pouvez passer par Skype? Et c'est un petit peu comme ça que tout a commencé. Et moi ce que je me demandais c'est... Il était en Suisse. Hein. En Suisse, pardon. D'accord. Et mais je lui dois énormément donc, d'accord. À cette maman, donc chaque fois si je peux la remercier en public, je le fais. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir exactement cette idée s'il n'y avait pas eu cette rencontre, en fait? Non, pas du tout. En fait, il y a plein de manières de devenir entrepreneur. Moi, j'ai un de mes très bons actionnaires. Toute la journée, il a des idées. Toute la journée, il se réveille, il se dit faudrait faire ça, faudrait faire ci, faudrait faire ça. Moi, c'était pas du tout mon cas. À la base, je voulais pas du tout créer une entreprise. Je savais pas ce que c'était. Moi, mon père est psy, ma mère était trapéziste. Donc, le monde d'entreprise et des startups, je connaissais pas. J'avais créé une première start-up, néanmoins, dans ma première année d'études supérieures, parce que je voulais pas faire un stage en entreprise. Donc, le seul moyen de valider la contrainte, c'était de créer une boîte. Et ça n'a pas marché du tout. On n'a pas du tout fonctionné. Et effectivement, l'idée de Live Mentor, elle m'est tombée dessus. Elle est venue de mon expérience. J'ai reçu cet appel de cette maman. Et c'est elle qui m'a dit tu devrais faire un cours par webcam. D'accord. Et alors, tu as dit tout à l'heure que tu avais rencontré tes associés à un apéro talk. Non, j'ai rencontré Romain et Boris, les fondateurs du Wagon, à un apéro talk. Mes 2 associés, à la base, j'avais 3 associés, pour tout vous dire. Donc, j'avais Charles qui était mon camarade d'école. Ensuite, je voulais absolument un CTO. Et d'ailleurs, vous allez voir que pour moi, apprendre à coder, ça a été déterminant. Donc, j'avais 2 leçons de ma première expérience de startup complètement foirée. On n'avait personne pour coder, et on n'avait personne pour faire le produit. Donc, j'avais un associé qui était Charles, qui était non technique comme moi, et on a pris 2 décisions. La première, c'est de trouver un CTO, ce qui nous a mis 1 an, et on faisait ça tous les jours. Toujours, il fallait qu'on trouve un CTO.
Et la deuxième décision, c'était de moi apprendre à coder pour pouvoir faire le produit. Donc j'ai appris l'HTML, le CSS et un peu le JavaScript et un tout petit peu le Ruby. Et l'équipe s'est constituée de cette manière. Donc Greg s'occupait et s'occupe toujours du back. Moi, je me suis occupé du front pendant 1 an et demi. Aujourd'hui, j'ai plus le droit du tout d'y toucher. Enfin, je ne peux pas rentrer dans la salle des devs. Je suis banni. Mais pendant longtemps, ça nous a servi beaucoup. D'accord. Et donc, comment ça s'est passé au début avec tes associés? Est-ce qu'il y a eu un fit immédiat ou est-ce que vous avez dû travailler un peu sur cette relation? Alors, en fait, Charles, c'est un pote, donc c'était un pote depuis très longtemps, donc il y avait un fit immédiat. C'était le seul type que je connaissais qui donnait encore plus de cours particuliers que moi. Et ensuite, pour Greg, non, ça a mis beaucoup plus de temps parce que quand j'ai trouvé Greg, il était à Nantes. Donc, il a fallu qu'on apprenne à bosser ensemble, qu'on se fasse confiance. C'est cette fameuse métaphore de l'associé, c'est comme ta femme. D'abord, tu la dragues, après tu l'invites à dîner, après tu lui offres un verre, après vous couchez ensemble, après vous vous mariez, après vous faites un enfant. Et c'est vrai que tu peux pas, enfin moi en tout cas, je ne sais pas comment faire pour créer une équipe d'associés en 24 heures. L'énorme mensonge que tu trouves tes associés au Startup Weekend, ça marche pas, quoi. Enfin, il n'y a pas assez de confiance. Les situations sont différentes. Et donc Greg, moi je savais que c'était le bon associé et je faisais un pari là-dessus. Et je me dis, je vais prendre le temps qu'il faut, mais ce sera mon associé. Voilà. Donc j'attends qu'il puisse venir sur Paris et donc changer d'école pour continuer ses études sur Paris. Et ensuite, quand il est sur Paris, même s'il n'est pas dispo 5 jours sur 5 dans la semaine, c'est pas grave, je sais que c'est le bon et on continue comme ça. Et aujourd'hui, je le regrette pas du tout. Donc en fait, c'était plutôt une décision. C'était, tel que tu le décris. La première décision, c'était il faut un CTO et il faut que j'apprenne à coder, moi. Et la deuxième décision, c'est là, j'ai trouvé quelqu'un avec qui ça fit bien. La situation n'est pas aussi parfaite que ce que j'aurais espéré, à savoir, je sais pas, la personne totalement full-time dès le début. De toute façon, moi, je n'étais pas full-time non plus. J'avais 3 jours de cours par semaine. Mais je sens que c'est le bon, et donc je vais faire les efforts nécessaires pour investir dans cette relation. Et ça, moi, c'est resté un enseignement pour moi sur l'histoire de Live Mentor. Parfois, on a le sentiment que les choses n'avancent pas. On ne sort pas le site, on ne fait pas de communication, on ne fait pas de levée de fonds. Mais en fait, on fait quelque chose qui est fondamental, c'est on travaille sur la relation humaine entre ses associés. Et ça, c'est déterminant. Je ne sais pas si vous avez vu hier, il y a Sam Altman, donc, qui est le président de YC, qui a partagé un blog post sur une boîte qui s'appelle Cruise. Vous connaissez cette boîte? C'est une boîte donc, qui fait des voitures électriques, je ne dis pas de bêtises. Voilà, autopilote, des trucs de fou. Et donc c'est une boîte tu connais peut-être l'histoire mieux que moi au final, mais je crois qu'en 6 mois, ils ont su une offre de rachat de General Motors à 20 milliards. Et au tout début de cette aventure, le fondateur avait un type qui n'a jamais eu de part, mais qui avait signé un papier à un moment donné et qui l'avait juste aidé à trouver un bureau. Et aujourd'hui, le type, la vente ne se fait pas parce que le type fait un procès et dit non, mais je veux tant de parts, je sais pas combien de millions, parce qu'à un moment, j'ai été impliqué. Et ça montre bien que trouver un bon associé, c'est le plus important pour moi quand on crée une start-up. Et justement, c'est vachement intéressant parce que toi, la manière dont tu as trouvé ton associé, tu as vraiment poussé cette relation. Mais à quel point est-ce que tu pouvais être vraiment sûr que c'était le bon, quoi? Non, t'es jamais sûr, hein. C'est comme avec la fille, quoi. Elle peut toujours te lâcher. Et elles le font souvent, mais par contre, ouais, je le sentais, quoi. Je le sentais. Greg, on avait les mêmes références, on adorait tous les deux Cora. Ça peut te sembler bête, hein, que je dis, on adorait tous les deux Cora, mais pour nous, c'était vraiment un truc qui nous a rapprochés. Et ouais, on a eu un coup de cœur professionnel. Moi, je l'ai eu en tout cas, j'espère qu'il l'a aussi. Donc je le sentais bien.
D'accord. Et il y a un moment dans ton post où tu expliques que vous êtes passé par vraiment un moment de gros patinage où il n'y avait rien qui sortait, où ça avançait pas. Mm. Et justement, là, c'est un point très intéressant parce que je pense que beaucoup de gens qui ont monté une boîte, pas forcément une start-up, mais n'importe quelle autre boîte, sont passés par là. Et qu'est-ce qui, toi, t'a fait accrocher et continuer sur ce chemin? Bah, moi, j'ai fait le site que j'aurais aimé avoir euh, quand je donnais des cours. Le premier conseil qu'on donne aux gens quand ils veulent créer une boîte, c'est make something people want, donc faire un truc que les gens veulent. Là où moi c'est contradictoire, c'est que personne ne veut faire des cours en ligne. Tu demandes à voir n'importe quelle maman, n'importe quel adulte, tu lui dis tu veux un cours par webcam, elle sait pas ce que c'est et elle en veut pas. Mais, et peut-être qu'on se trompe, hein, peut-être que dans 2 ans, tu vois, je te dirais, on s'est gouré. Nous, on est persuadés depuis le début que c'est ça l'avenir, que c'est trop bien, que, ok, c'est pas quelque chose que les gens veulent parce qu'ils connaissent pas, mais une fois qu'ils ont testé, ils adorent. Et on fera jamais de cours à domicile, même si on adore le wagon et plein d'autres formats. Mais nous, notre truc, c'est le online, et ça changera pas. Et ça, c'est venu de mon expérience. Moi, pendant 2 ans, avant qu'on lance Live, je donnais des cours en ligne. C'était super. C'était pratique. Je pouvais aider des élèves partout en France et à l'étranger. J'avais pas à me déplacer. Je pouvais baisser mes prix parce que j'avais pas à me déplacer justement. Et mon cours était de meilleure qualité. Alors après, il y a plein de questions. Pour quel élève ça fonctionne? Pour quel élève ça fonctionne pas? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué avec les collégiens et lycéens? Pourquoi c'est plus facile avec les gens qui ont passé le bac? Mais la conviction de base qui est le cours en ligne par webcam, c'est l'avenir, elle n'a pas changé d'un iota. D'accord. Donc, je pense qu'on a couvert un peu les questions générales. Je ne sais pas si vous avez des questions un peu générales dans l'assistance. Non? Ah bah, moi, c'est très simple. C'était un associé à part égale. On a créé la boîte tous les trois au même niveau. Parce que alors moi, j'ai appris à coder que le front. Donc c'est 2 boulots très différents de faire un produit et de coder ce produit. Techniquement, c'est 2 mindsets qui sont super différents. Il y en a un où tu penses UX, tu penses UI, tu penses parcours utilisateur. L'autre où tu penses machinerie derrière. Voilà. Donc certains font les deux, mais souvent ça marche bien en ayant un binôme. Non, c'est une histoire que je peux raconter sans problème. On a créé la boîte donc à 4 au final avec une amie à moi qui s'appelait Cynthia, et qui s'appelle toujours Cynthia et qui est encore plus une amie qu'avant. Et ça n'a pas marché. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché parce que nos situations étaient très différentes. Tous les trois, avec Greg et Charles, on était encore étudiants. Donc on habitait chez nos parents et on donnait des cours pour manger. Cynthia, elle habitait plus chez ses parents et elle avait un boulot. Et ça, au stade où on était nous, c'était un déséquilibre énorme en fait, parce qu'on n'avait pas les mêmes contraintes, pas les mêmes galères, et ça n'a pas pu marcher à cause de ça. Tu vois. Et donc ça a été difficile, mais ça s'est très bien fini, parce qu'on avait beaucoup de respect l'un envers l'autre, et tu vois, moi aujourd'hui, Sina, c'est ma meilleure amie, et enfin, la première que j'appelle quand je suis vraiment mal sur live, tu vois, genre à 3h du matin, j'arrive pas à dormir, c'est Cynthia parce qu'elle m'a vraiment vu dans mes folies, tu vois. Elle voit elle a vu au cœur de la boîte ce que c'était de la créer. Voilà. Du coup, le modèle, votre modèle à vous, c'est lequel? Parce qu'en fait, les cours à distance, ça peut poser beaucoup de questions sur le type de business model. Quelle est votre ambition? Nous, on prend une commission de 15% sur les cours donnés sur la plateforme. D'accord, et vous n'avez pas peur, est-ce que vous vous sentez un peu un espèce de danger, comme quoi les profs pourraient potentiellement partir et s'arranger avec les élèves directement? Ouais. Bah, c'est un danger qui existe sur toutes les plateformes de mise en relation.
La seule manière de le prémunir, c'est d'apporter assez de valeur des deux côtés, du côté mentor et du côté élève, pour que les gens aient envie de rester. Nous, ça n'a jamais été vraiment une problématique pour nous. Notre problématique, c'est vraiment l'évangélisation et la définition du bon public pour commencer. Mais une fois qu'ils sont là, on n'a pas de problème de bypass, de désintermédiation. D'accord. Et selon toi, là, vous êtes à un stade start-up ou à un stade entreprise? Est-ce que vous êtes déjà en train de vraiment exploiter un business model ou est-ce que vous êtes encore en train de le trouver? Non, je pense qu'on est encore au stade start-up. Ouais. Malgré les levées de fonds, malgré le fait qu'on a passé beaucoup de paliers, on est clairement encore au stade de start-up. D'accord. Et pour toi... C'est aussi un état d'esprit, je pense. C'est qu'on pourrait faire des choix qui nous pousseraient à ralentir le rythme, à devenir un peu, se mettre dans un rythme de croisière, mais c'est pas ce qu'on veut, quoi. Nous, on veut trouver le bon modèle pour les cours en ligne. D'accord, donc tu penses que tu l'as pas encore complètement trouvé? Non, je pense pas. D'accord. Non, je pense pas. Et tu prends une boîte comme Twitter, elle l'a pas trouvé non plus. Tu prends une boîte comme Quora, elle l'a pas trouvé non plus. Donc peut-être que je dis ça parce que pour moi, le modèle parfait, il est énorme. C'est toute l'éducation qui passe en ligne. J'en suis pas là aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore 2-3 cases à cocher. D'accord, donc ton but actuel, ce serait plutôt de trouver un business model ou vraiment de révolutionner complètement l'éducation avant de le trouver? Ça va ensemble en fait. Enfin, pour révolutionner l'éducation, il faudra trouver le bon business model. Mais je te donne un exemple. Par exemple, depuis quelques semaines, quelque chose qu'on est en train de lancer parce que c'est vraiment super pour nous, c'est l'accompagnement pour des entreprises. Donc on a eu beaucoup d'entreprises qui sont venues nous voir et qui nous ont dit on a vu que vous faisiez des cours par webcam. Moi, j'ai 10 collaborateurs à former sur Excel. On leur propose que des formations en physique. J'ai pas envie qu'ils se déplacent. Je vois que c'est pas adapté pour eux. J'aimerais avoir la souplesse de votre système, votre flexibilité. Est-ce que vous pouvez me faire un package pour 10 collaborateurs qui veulent atteindre tel niveau sur Excel? Et donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer énormément parce que on n'a pas les réticences qu'ont par exemple les mamans sur les cours par webcam. On a un public qui est mature et il y a un vrai besoin et ça peut toucher n'importe quel type de matière. On a une autre entreprise qui nous a contactés pour des cours de langue des signes et qui nous a dit, en fait, on s'est rendu compte que dans notre entreprise, on a embauché des sourds et muets. On aimerait réduire la fracture entre les sourds et muets dans notre entreprise et les premiers salariés. On veut offrir aux premiers salariés des cours de langue des signes. D'accord. Et est-ce que vous regardez un peu ce que fait la concurrence ou est-ce que vous vous mettez plutôt un mur, vous essayez d'éviter ça? Non, tu vois, une des raisons pour lesquelles dans l'éducation, c'est un secteur qui va très bien en France où tout le monde est ami. Tu vois, moi, Romain, on a fait une opération ensemble, je ne sais plus, il y a un an, c'était super. C'est un océan bleu. Tu prends Deliveroo, Foodora, tous les mecs qui sont en train de tourner sous la pluie en ce moment. Eux, c'est un océan rouge, ils se tirent dessus, ils se détestent, ils se volent les pauvres coursiers, ils leur offrent des vélos au bout de 6 mois pour les retenir, ils se tirent dans les pattes tout le temps. Nous, on est sur quelque chose de complètement différent. On est sur une industrie un secteur qui est extrêmement ancien, qui va être extrêmement dur à changer. Il y a plein de modèles complémentaires. Donc, on ne regarde pas vraiment la concurrence parce qu'on les considère plus comme des alliés que comme des concurrents. D'accord. Alors du coup, sur un point de vue un peu plus technique, vous faites des cours par webcam et vous utilisez quel système pour implémenter ces cours? Alors, on en utilise plusieurs. On a commencé avec Hangout, dans lequel on a une application qui tourne. Donc, sur Hangout, vous pouvez développer votre application qui permet de faire plusieurs choses. Donc, minuter le cours, envoyer des documents, évaluer le mentor, partager l'écran, enfin plein de choses. Il y a plusieurs briques techno différentes de Hangout qui
qui existe aujourd'hui. Pour ceux que ça intéresse, la techno, c'est le WebRTC, qui permet de faire de la visioconférence directement dans le navigateur, sans avoir à installer soit un logiciel en dur comme Skype, soit un plugin ou quelque chose comme Flash. Mais donc oui, aujourd'hui, les 3/4 de mon équipe, c'est des développeurs. Donc nous, on passe beaucoup de temps sur le produit et sur la tech. Ouais. En fait, on n'en fait pas. Comme je disais, on a 75% des employés qui sont des développeurs. Donc nous, on s'est beaucoup concentré là-dessus. Avoir des bons ingénieurs, c'est très difficile. Créer un fonctionnement optimal pour une équipe produit, c'est également un gros challenge. Pour le moment, on s'est concentré là-dessus et on a des opportunités comme ces entreprises qui nous contactent pour former leurs collaborateurs. Et on essaie d'être très réactif quand elles arrivent. Mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le produit parce que c'est ça qui génère du bouche-à-oreille. Quel type d'élève? Parce que par exemple, un collégien n'est jamais prescripteur. Ça dépend encore des niveaux. Ça dépend encore des niveaux. Par exemple, sur les cours pour adultes, on a des mentors qui sont en fait des formateurs qui en ont marre de se déplacer dans différentes entreprises et qui vont appeler le DRH et dire écoutez, maintenant vous passez sur Live Mentor et vous faites passer toutes les formations sur la plateforme parce que pour moi, c'est plus pratique. Maintenant, une vraie problématique, et encore une fois, de l'éducation en général, c'est qu'il y a des différences énormes selon les matières, selon l'âge de l'élève. Tu prends Uber, je ne dis pas que c'est facile de faire Uber, c'est super dur, mais conduire une caisse de Paris 19e à Paris 11e, c'est pas très différent de la conduire de Londres, tel quartier, à tel autre quartier. Ça reste le même service. Donner un cours de maths à un collégien et donner une formation sur Excel à un DRH, c'est très différent. Ah oui, pour nous, il y a 4 différences. Il y a 4 différences majeures. La première, tu n'as pas à te déplacer. La deuxième, c'est que tu as accès aux formateurs, auxquels tu n'aurais pas accès si tu étais dans le cadre de ton entreprise. La troisième, c'est donc la baisse des prix qui provient donc de l'économie de déplacement. Et la quatrième, et qui est sûrement la plus importante, et ça c'est notre pari depuis le début, le cours est de meilleure qualité. Parce que tu as accès à toutes les ressources présentes sur Internet, que tu peux utiliser avec tes élèves, que ce soit des vidéos, des PDF, des documents Word. Tu peux créer des supports pédagogiques qui rendent ton cours bien plus efficace. Exactement, ça demande un travail d'adaptation qui dépend encore une fois de la matière et de l'âge de l'élève. Et alors justement, concernant les profs, comment est-ce que vous gérez la relation? Est-ce que n'importe qui peut devenir prof? Et quel statut en fait vous leur proposez en fait? On est libre en fait sur la création de profils côté mentor. Par contre, les mentors sont évalués et notés à la fin de chaque cours. Donc ça, c'est le premier critère qui est pris en compte dans l'algorithme de classement. Donc les notes et l'évaluation laissée soit par les élèves, soit par les parents. Mais on prend aussi en compte donc, la disponibilité, la ponctualité, puisque nous, on sait si le prof est à l'heure ou pas, parce qu'on sait à quelle heure le cours commence. Et ça, tu te rends compte que pour n'importe quel élève, quel que soit son âge, et surtout, encore une fois, sur les élèves adultes, le prof qui arrive en retard, c'est un grand classique qui déteste. Et le cours en ligne supprime ces désagréments logistiques. Donc on prend en compte la ponctualité, on prend en compte la disponibilité, on prend en compte les avis et les notes laissées par les élèves ou les parents. On prend également en compte la fidélité. Est-ce qu'un mentor est capable d'accompagner un élève sur un cursus de 2 mois, comme le wagon? Ça, c'est quelque chose de très important, ça. Ou est-ce qu'au contraire, il va donner 1 ou 2 cours et puis en fait, il n'a pas cette capacité à créer un programme d'apprentissage?
Et du coup, en termes de statut, comment ça se passe? Vous les payez de quelle manière? Le mentor choisit son statut. D'accord. Et Il la... fixe ses prix, il choisit ses horaires. Il y a un système de compte séquestre pour les paiements. Donc c'est toute la différence. Si tu veux rentrer dans la profondeur, allons-y. J'ai fait mon mémoire sur le sujet, donc je vais en parler des heures. La différence entre une plateforme comme Uber et une plateforme comme Live Mentor, c'est que nous, on n'a pas vocation à être employeur de la supply. Uber fixe les prix pour ses drivers, leur impose des augmentations de prix non voulues, du surge pricing. Le modèle Live Mentor est très différent. C'est plus proche de, par exemple, Airbnb ou... C'est plus proche d'Airbnb, c'est plus proche de Upwork. Maintenant, il y a un énorme vide juridique sur le sujet. Nous, tu vois, par exemple, sur les cours pour adultes, les gens qui viennent pour donner des cours sont de base des formateurs, de base des gens qui ont un statut, mais qui quand même nous disent, OK, comme c'est des cours en ligne, est-ce que certains avantages que j'ai pour le domicile fonctionnent également? Et moi, je demande qu'à ce que l'État nous donne des règles plus claires, et on s'y adaptera. D'accord. Donc, pour l'instant, la plupart des profs, c'est plutôt des auto-entrepreneurs ou... Ouais, c'est le statut qui est le statut qui est le plus facile à créer. Enfin, je ne connais pas les chiffres, mais je crois que le nombre d'auto-entrepreneurs, il est très, très important en France aujourd'hui. Et là, vous avez combien de profs 10 000. 10 000, quand même. 10 000 mentors et 50 000 utilisateurs au total. D'accord. Et vous avez des profs qui donnent des cours de... Ouais, vas-y, non, vas-y. Ouais. 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 Nous, la direction, c'est le online. C'est l'online et la relation mentor-élève. Donc, pour donner quelques exemples, on ne masque pas les numéros de téléphone dans la messagerie. Parce qu'on pense que ça n'a aucun sens d'empêcher un élève et un mentor de communiquer, quel que soit le canal de communication. Moi, je suis super heureux quand les mentors et les élèves se suivent sur Twitter, quand ils s'ajoutent sur Facebook, quand ils se rencontrent même à domicile, ce qui arrive de temps en temps. Tu vois. Parce qu'ils lient des liens qui vont au-delà de la simple relation d'apprentissage. Ouais. Bah. Non, moi, j'adore les MOOC. Pour moi, les MOOC, c'est des bibliothèques d'Alexandrie. C'est des énormes archives numériques de tout le savoir humain. Et c'est super. Donc c'est comme si tu avais accès à la plus grande bibliothèque qui existe dans toutes les matières, tous les domaines. Mais pour moi, ça ne remplacera jamais la relation mentor-élève. Ça l'enrichit. Nous, on pousse nos mentors à aller chercher sur les MOOC plein de ressources. Des ressources sur Excel, des ressources de bureautique, des ressources en physique. Pour nous, c'est vraiment complémentaire. C'est possible, on ne l'exclut pas. Pourquoi pas? Ou les fidéliser, ou même les payer au bout d'un moment, parce que c'est eux qui vont faire la valeur du contenu de votre plateforme. C'est possible. L'important pour nous, c'est que le mentor reste toujours notre partenaire. Que le mentor ne devienne pas une commodité. Alors, je ne dis pas que si on salarie le mentor, on l'exploite. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais l'important, c'est vraiment qu'on garde cette relation de partenaire avec le mentor le plus longtemps possible. Le statut, il peut évoluer. Pour revenir sur la vision,
Si, complètement. Complètement, en fait, mais complètement. Mais ça, tu vois, c'est la question qu'on me pose tous les jours. Tous les jours. Ce à quoi je réponds la chose suivante. La première version de Live Mentor, qui s'appelait pas Live Mentor, parce qu'on a dû changer 2 fois de nom, mais c'est encore un autre sujet, parce qu'on a eu des procès, mais c'est encore un autre sujet. Sur la toute première version de Live Mentor, tu avais 5 catégories qui étaient scolaire, art créatif, technologie, musique, et je crois que c'était séduction la dernière, mais je ne suis plus certain. Et c'était quoi le problème? Le problème, c'est que Live Mentor, ce n'est pas un one-shot. Tu vois, c'est une boîte d'une vie. Moi, je sais que je vais y passer ma vie. Et pourquoi je vais y passer ma vie? Parce que tu ne peux pas traiter l'éducation, encore une fois, comme tu traites les taxis ou comme tu traites la livraison de nourriture. Il y a des spécificités par matière et par niveau qui sont extrêmement importantes. Et tu dois bâtir une confiance. Et cette confiance, tu ne peux pas la bâtir si dès le début, tu te dis « je suis capable de recruter et de gérer des mentors dans toutes les matières, tous les niveaux ». Nous, on fait un travail énorme auprès de notre base de mentors. Et aujourd'hui, on le maîtrise bien pour des compétences, notamment donc, Excel, la programmation, la bureautique, les langues. Mais encore une fois, dans les langues, tu vois, je pense qu'on est bien meilleur dans les langues pour adultes que dans les langues pour collégiens. Donc, ça prend du temps. Je suis content que tu nous fasses cette incitation à rajouter des matières. Je t'invite à nous suivre sur Facebook. Tu seras notifié pour chaque nouvelle matière. Et donc, ça viendra. Voilà. Alors, notre premier nom, c'était Learning Shelter, un nom catastrophique. La manière dont on a choisi notre nom, on était épuisés, ça faisait 2 semaines qu'on cherchait, on s'est retrouvé avec un des associés, Charles, chez lui, et on passait des vidéos sur YouTube, on est tombé sur Gimme Shelter des Stones, et on s'est dit, ah, c'est pas mal, la chanson, côté un peu battant, Shelter, l'abri, Learning Shelter, catastrophe. On a des élèves qui ont utilisé le site pendant 1 an, et à la fin, quand on les appelait, on disait, ah, vous savez, on est le site, on ne disait pas le nom exprès pour voir s'ils le connaissaient, ils ne le connaissaient pas. Ils disaient, ah oui, moi aussi, je suis sur le site, c'est bien. Et c'est quoi le nom? Je ne sais pas. Ils ne retenaient pas, sachant qu'en plus, pour les Américains ou les Anglo-Saxons, Shelter, c'est pensé à l'abri pour les animaux. Donc, on a changé. On est devenu, je crois que je peux le dire, Hello Mentor. Et là, on a eu un procès. Je ne sais pas si j'ai le droit de raconter mon procès, donc je ne vais pas le raconter. Mais c'était pour un nom vraiment différent. Ouais. Et imagine que c'était Hello Kitty. C'était le même degré de similitude. Voilà. C'était pas Hello Bank. Non, c'est un nom que vous connaissez pas. C'est une marque qui n'est pas utilisée. C'est une marque qui est déposée, qui n'est même pas utilisée. C'est ça qui est abusé. Mais ils l'ont déposée 1 semaine avant nous. Voilà, et donc quand tu te réveilles le matin, moi j'habitais chez ma mère encore à l'époque, il fait « Ah, il y a une lettre pour toi ». Là, tu vois l'INPI, tu commences à stresser. Et je me rappellerai toujours à 8h du mat, j'ouvre la lettre, huissier, enfin pas huissier, mais juge de l'INPI, mise en demeure, interdiction d'utiliser le nom. 1 an de procès. On aurait pu pousser le procès plus longtemps, et puis on s'est dit, il y en a marre, on change de nom. Ah, c'est galère. Non, c'est super galère. Enfin, tu refais tous tes éléments de communication, tu refais ton logo. On avait une vidéo, on devait la refaire, on ne l'a jamais refait. On la refera un jour. Et après, tu as plein de problématiques, que ce soit le fait d'annoncer à ta base que tu changes de nom, pourquoi, comment, tous les mails qu'on s'est tapés, c'était beaucoup mieux, Hello Mentor, pourquoi vous faites ça, enfin, ouais, c'est pas facile. Mais plus tu le fais tôt, mieux c'est. Quand tu parles à Blablacar, changer covoiturage, ça a été beaucoup plus compliqué que nous, notre modeste changement. Et pour revenir peut-être très rapidement sur les plans techniques, donc tu m'as dit tout à l'heure que vous utilisiez Hangout. Est-ce qu'il y a d'autres sites, d'autres programmes, d'autres apps que vous utilisez au quotidien? Ouais. En gros, nous, donc, on est en Ruby. Pas de Node.js, pas d'AngularJS, pas ces trucs-là. C'est juste du Ruby, Ruby on Rails, hébergé sur Heroku. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? On utilise SendGrid, Nexmo, MangoPay.
Ce qui est plus intéressant, je pense, peut-être que je partage la manière dont on bosse en équipe. Donc historiquement, moi j'avais 5 rôles dans l'équipe produit. La roadmap, l'UX, l'UI, les specs pour les développeurs, pour le back, et la QA. Ce qui fait que le site n'était pas beau, parce que je faisais trop de trucs. Et donc, mais par contre, ces 5 fonctions, c'est ce qui structure aujourd'hui un peu la boîte. Donc il faut que quelqu'un fixe la roadmap produit, il faut que quelqu'un fasse l'UX, que quelqu'un fasse l'UI, ça peut être la même personne, que quelqu'un rédige les specs pour le back, et que quelqu'un teste avant qu'on lance en prod. Même si pendant très longtemps, on n'a jamais rien testé, et on lançait directement en prod, et on continue de le faire. Non, on ne le fait plus, d'ailleurs, on fait des code review. Et après, je suppose que vous êtes formés à tout ça super bien au wagon. Nous, on utilise énormément GitHub. On adore tellement cet outil qu'on l'utilise pour ce qui ne concerne pas le code. Donc moi, ma compta, je la fais sur GitHub. J'ai un repo compta, et dedans, je mets des issues, payer l'URSSAF, faire ci, faire ça. On le fait aussi pour les ressources humaines. Quand on reçoit des candidatures, je fais des issues dans GitHub, je close. On a choisi cette stratégie de regrouper les outils. Et on a aussi une philosophie dans la boîte qui est de pousser les non-développeurs à coder. C'est peut-être venu de mon expérience, mais par exemple, Jesse qui est là et qui gère la communication chez nous, il sait coder. La personne qui s'occupe des mentors sait également coder. On pousse énormément ça parce qu'on veut surtout éviter la petite requête qui sert à rien. Genre, est-ce que tu peux changer cette virgule dans la foire aux questions? Genre, je ne veux surtout pas demander ça à mes développeurs. Je pense que tout le monde est capable d'apprendre les bases de la programmation, de se débrouiller avec un terminal, l'application GitHub pour Mac, et de créer une branche, de la déployer, de la merger dans master. Ça pose pas un risque qu'il y ait plein de branches qui soient déployées en même temps Bah, tu peux demander à Greg qui arrive et qui est mon CTO, mais non, moi je n'ai pas trop le souvenir de m'être fait engueuler. Faut juste de temps en temps, effectivement, tu supprimes tes branches et il faut adopter une certaine rigueur d'équipe, mais ça fonctionne bien. Et je pense que pour les gens qui sortent du wagon, je suppose que vous ne deviendrez pas tous développeurs, mais en tout cas, vous aurez tous dans vos boulots, que ce soit finance, marketing, opération, cette capacité à un jour pouvoir prendre la main et vraiment faire quelque chose. Le vrai kiff avec la programmation, c'est de pouvoir sortir ce qu'il y a dans sa tête et de le créer. Et ça, c'est génial. Tu le fais un peu quand tu es designer, mais tu le fais c'est encore plus vrai quand tu es développeur. Oui. De quoi? Ouais. Non, c'était surtout qu'on avait envie de bosser avec Romain. On trouvait ça sympa. On se fait un petit kiff l'été. Nous, on restera toujours sur le live. Tu vois, encore une fois, on a parlé tout à l'heure des MOOC. Il y a mon pote de Youno qui est dans le public. Eux, ils font que ça. C'est-à-dire que c'est un boulot à temps plein. C'est énorme de créer du contenu. C'est terriblement difficile. C'est une vraie spécificité. Et je pense que les meilleurs projets se focalisent sur un élément et le font très bien. Spotify n'organise pas des concerts. Netflix produit ses séries et ses films et ils le font bien. Et ils n'ont pas créé de cinéma pour le moment. Donc non, on reste concentré sur le live. Ok, bah merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans la salle? Peut-être juste sur la partie un peu sur la timeline de ton projet. Tu as parlé de levée de fonds, tu as parlé de création d'entreprise. C'est quoi un peu les échelles de temps? À quel moment vous avez vraiment créé la boîte, déposé la marque? Donc alors pendant un an, on a trouvé l'équipe d'associés. Pendant un an, on s'est rencontré avec Charles et Grégoire, on a créé l'équipe d'associés. Et ensuite, on a créé la société. Et quand on a créé la société, on n'avait pas d'argent. On a mis, je crois, 100 € chacun. Le jour où on a trouvé notre premier actionnaire, c'était quand on s'est fait bâcher du camping. Donc on était allé au dernier tour. Et on s'est fait bâcher en s'engueulant un peu avec le jury. Et donc on rentre chez nous, pas très content.
Et puis, j'ai ma prof de maths qui m'appelle, mon ancienne prof de maths, et elle me dit, bon, ça va, Dana? Je fais, bah non, pas terrible. Elle fait, mais c'était important ce truc-là, le camping. Je fais, bah, il file 10 000 euros, c'est pas mal, quoi. Mange du taboulé depuis 1 an. Elle fait, ah, bah, moi, je pourrais investir 10 000 euros. Donc là, énorme choc. Je vais chez elle, il est 17h. À 16h, on s'est fait virer du camping. À 17h, je suis chez elle, je suis là, mais vraiment. Et puis moi, je ne sais pas du tout comment créer une boîte. Donc je suis là, elle me demande comment est-ce qu'on fait. Elle ne sait pas plus que moi. Mais elle fait cet engagement. Donc du coup, on se dit, bah, on va aller fêter ça au restaurant. Donc on va au restaurant pas loin avec Charles, qui était un peu éméché. Et à notre gauche, il y a un couple de quadragénaires qui nous entendent parler du projet. Et à un moment, je dis à Charles, là, tu vois, 10 000 euros, c'est bien. Et si on avait 10 000 euros de plus, ça serait vraiment bien. Et ils nous interpellent, ils nous disent, bah, nous, ça nous intéresse énormément. Donc là, tu te dis, là, c'est parti, on est dans le monde des startups. Pareil, eux, ils n'avaient jamais fait ça non plus. On les a revus le lendemain. Et puis, on a créé la boîte avec ce couple, cette ancienne prof de maths et quelqu'un qui est aujourd'hui un mentor pour moi et qui s'appelle Kevin Niforouchan et qui, lui, connaissait très bien le monde des startups pour être un ancien VC. Ça, c'était notre première levée de fonds. Et ensuite, on a fait rentrer des business angels. Et en août dernier, on a levé 900 000 euros avec Isaïe, qui est un fonds d'amorçage. Enfin, pas que d'amorçage, mais qui fait aussi fonds de l'amorçage. Et ils sont connus pour avoir Blablacar, qui est la première boîte qu'ils ont financée dans leur histoire. Qu'est-ce que je peux te dire? Chaque étape de financement a des règles différentes. Pour les réussir, il faut maîtriser des compétences différentes. On a appris ça, on a appris beaucoup de choses. Et c'est un monde qui est très, très intéressant. Comment tu as fait pour valoriser suffisamment ce que vous apportiez pour faire la majorité résultat? En fait, écoute, je peux te le dire, la toute première valorisation de la boîte, c'est 250 000 euros. Voilà, 25 000 euros sur une valo à 250. Ensuite, sur les tours plus importants, faut comprendre que les bons fonds d'investissement, comme Isaïe, c'est pas leur but d'être majoritaire. Ils veulent pas gérer la boîte. Ils te font confiance pour la gérer, ils investissent sur l'équipe. Et donc, du coup, tu as des standards de marché. Globalement, tu perds entre 15 et 30% de ta société sur une levée de fonds. Il ne faut pas tant penser en fait à la valorisation ou au montant, il faut penser aussi aux clauses. Il faut surtout penser au fit avec le fonds. Moi, Isaïe, aujourd'hui, ça se passe bien et je suis content de bosser avec eux parce que c'est un fonds d'entrepreneurs. Donc je sais qu'ils sont passés par là. PKM, il a fait Price Minister. Ils ont tous créé des boîtes. Tu vois, Mounia, qui est la personne chez Isaïe qui a poussé notre dossier. C'est une fille qui avant, a eu une aventure entrepreneuriale. Elle est retournée au Maroc, le pays où elle est née. Elle a essayé de créer un site. Elle a embauché des gens. Elle s'est battue pour une vision. Ça n'a pas marché. Mais ça a plutôt bien. Elle a vendu cette société et elle est revenue en France. Et donc, elle sait ce que c'est, tu vois. Elle sait ce que c'est. Le truc que moi, je retiens, c'est qu'il faut construire les relations dans le temps. Ça a marché avec Isaïe parce que je connaissais Mounia depuis très longtemps. C'est Mounia depuis 1 an et demi, je crois. Et donc, à l'époque, je ne lui demandais pas d'argent. Je lui disais, on fait ça, bon, ça ne marche pas, ça ne marche pas du tout, ça marche moyen, ça, peut-être, il y a un truc. Et donc, elle a vu la courbe de progression. Et le jour où il y a eu une opportunité, c'est allé très vite. Super, merci beaucoup. Il y a une question au fond? Non, mais je l'arrête tout de suite. Il y a 1 an, on a reçu une offre de rachat, on n'a pas demandé le montant. Donc, ça sera pareil aujourd'hui. Ça sera pareil aujourd'hui parce qu'encore une fois, tout dépend de pourquoi tu fais une boîte. Moi, de ma faible expérience, j'ai identifié 3 raisons. Il y a ceux qui le font pour leur succès perso, pour leur marque perso, parce que tu apprends plein de trucs, tu rencontres plein de gens, donc c'est un énorme tremplin. Tu as ceux qui le font pour l'argent. Donc, ils créent une boîte et dès le début, ils savent qu'ils veulent la vendre et ils savent quasiment déjà à qui ils veulent la vendre. Et je connais des gens qui sont très très bons pour ça. Et je ne juge pas du tout ce qu'ils font, ni en bien ni en mal. Juste,
Moi, je pense appartenir à une autre catégorie qui est je suis obsédé par une vision et je ne lâcherai pas tant qu'on ne l'aura pas fait. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que tu as eu 900 000 euros de levée de fonds. Derrière, tu as un digital VC qui soit rentré un peu de capital. Il cherche un retour sur investissement. Oui. Oui, mais là, tu me dis demain. Demain, c'est trop tôt. Moi, les gens que j'ai fait rentrer, ils sont un peu patients. Et puis, tu as d'autres opportunités. Je pense pas, parce que la vision, c'est une vision ambitieuse, donc c'est ce que veut le VC. Le VC veut une vision ambitieuse, il veut que tu fasses quelque chose de très gros. Moi, c'est ce que je veux faire. Pour le moment, encore une fois, ça se passe bien. Mais on en pourra en reparler dans 3-4 ans. Ok, bah, merci beaucoup. Merci à tous. Merci.